Ils ont inspiré des films comme Ocean's 11. Les meilleurs cambrioleurs, braqueurs de banques et voleurs de bijoux que le monde ait connus. Ce n'étaient pas des voleurs de base, mais de vrais génies. La crème de la crème. Aux quatre coins du monde, ils ont fait des cases de haut vol et très médiatisées. C'est au cœur de l'Europe qu'une bande mystérieuse de gentlemen cambrioleurs orchestre le plus grand vol de diamants de l'histoire. Des diamants et des bijoux estimés à 400 millions d'euros. En Californie, un homme que le FBI surnommait le plus grand voleur du monde réussit un casse explosif pour faire couler le président américain. 7 ou 8 types qui dévalisent le président, il en faut du cran. Mais bien que ces coups aient réussi, les braqueurs ont commis une simple erreur qui leur sera fatale. Tout le monde se dit, ça n'arrive que dans les films, mais en l'occurrence, c'est réellement arrivé. Ces minuscules erreurs permettront-elles d'amener ces voleurs de génie devant la justice? Ou s'en tireront-ils sans être inquiétés? J'ai été en cavale pendant 8 ans, la meilleure période de ma vie. Cette histoire n'a rien d'une fiction. Ces types comptent parmi les meilleurs cambrioleurs au monde. Anvers, capitale mondiale du diamant. Anvers est au monde du diamant, ce que Wall Street est au monde financier. Dans le quartier des diamantaires travaillent près de 35 000 tailleurs, courtiers et polisseurs. Plus de 80% de la production mondiale de pierres précieuses transite par Anvers avant de finir dans des bijouteries aux quatre coins du globe. Chaque jour, au moins 500 000 carats sont échangés à Anvers. Cela représente en moyenne 156 millions d'euros. C'est donc l'un des quartiers qui a la plus importante concentration de richesse au monde. Et l'un des plus sécurisés. À partir du moment où vous pénétrez le quartier, vous êtes filmé. Des milliers de caméras surveillent les rues, les devantures et les bureaux du quartier. Il y a un commissariat et une cabine de police où 2 personnes surveillent les allées et venues dans ces 3 rues. L'entrée de ces 3 rues est protégée par des plots amovibles. Le grand public n'y a pas accès. Aucun immeuble du quartier n'est mieux gardé que le centre du diamant situé au numéro 911, où sont établis des centaines de négociants. Le dispositif de sécurité qui protège le centre et la salle des coffres est l'un des plus impressionnants au monde. Il y a une alarme sismique, un détecteur de son, de mouvement, de lumière. La porte blindée dispose d'un code et d'une serrure magnétique. Une fois la porte de la salle fermée, tout est sécurisé, puis surveillé par une entreprise localisée à Bruxelles. Il faut rajouter à cela les centaines de caméras de vidéosurveillance réparties stratégiquement dans tout le bâtiment. Un jour ordinaire, le contenu de la chambre forte du centre du diamant est estimé à près de 80 millions d'euros. Un butin que convoiterait n'importe quel voleur de bijoux. Si ce n'est que la salle des coffres est inviolable. Du moins, c'est ce que pensaient les négociants jusqu'à ce qu'une bande de gentlemen cambrioleurs organise le casse de diamant le plus complexe de l'histoire. « 14 février 2003, 17h. Le centre du diamant ferme ses portes pour le week-end. Vous ne pouvez pas entrer dans l'immeuble le week-end. La porte d'entrée est fermée, le parking aussi. Il y a une alarme reliée au service de police. Le personnel de sécurité verrouille l'une des chambres fortes les plus impénétrables du monde avant de confier la protection de l'immeuble à son arsenal high-tech de détecteurs de lumière, de chaleur, de son et de mouvement. Pourtant, à 23h47,
Ni la police, ni le personnel de sécurité ne remarquent que la porte du garage du centre s'ouvre pour laisser passer une banale voiture de location avec à son bord 4 mystérieux individus. Ils sont sur le point de commettre l'un des braquages les plus spectaculaires de tous les temps. Selon certains enquêteurs, les voleurs auraient copié la fréquence du système électronique qui permet d'ouvrir la porte du parking. Les intrus se dirigent droit vers l'escalier de secours qui mène à l'ascenseur principal. Ils l'empruntent pour descendre au 2e sous-sol. Ils arrivent dans le couloir qui donne accès à la salle des coffres. Il est surveillé par des douzaines de caméras et protégé par une grille en acier s'ouvrant avec une clé spéciale dont la cachette n'est connue que du personnel de sécurité. Mais, fait surprenant, les voleurs la connaissent aussi. La clé spéciale était dans une petite pièce, à côté du couloir central, dans un petit coffre mural. Les cambrioleurs savent que ce coffre n'est pas relié au système central de sécurité. Ils le forcent, prennent la clé et ouvrent la grille. Minuit 45, ils sont maintenant devant la chambre forte. La porte de la salle des coffres est protégée par une serrure magnétique avec 6 pins de fermeture et un digicode. Selon les responsables du centre du diamant, seul le personnel de sécurité connaît le code d'accès et la combinaison. Pourtant, les voleurs les connaissent aussi. Il y a 100 millions de combinaisons possibles. Vous n'avez absolument aucune chance de deviner le code par hasard. À 1 heure, les cambrioleurs pénètrent dans la chambre forte. Dans l'obscurité presque complète et sans tenir compte des caméras qui enregistrent chacun de leurs pas, ils commencent à mettre hors service les détecteurs de mouvement, de lumière, de chaleur et les alarmes sismiques. Certaines méthodes étaient très simples, comme vaporiser du gel sur les capteurs pour qu'ils arrêtent de fonctionner. D'autres étaient moins évidentes. Comme leur solution pour forcer les coffres, par exemple. Chaque coffre est équipé d'un détecteur sismique enregistrant la moindre vibration, mais les voleurs disposent d'un outil unique et ingénieux spécialement conçu pour le déjouer. Ils ont inventé un système très astucieux. Leur outil leur permet de forcer la serrure tout en faisant croire à l'alarme sismique que chaque coffre est ouvert sans effraction. C'est relié à un système de tire-bouchon. Puis, la partie externe fonctionne comme un pied de biche pour faire céder le reste de la porte. En utilisant cet outil unique en son genre, entre 1h40 et 5h du matin, les voleurs parviennent à ouvrir 109 coffres, soit un coffre toutes les 2 minutes. Les coffres étaient remplis de lingots d'or, de centaines de bijoux, d'argent liquide. Un négociant en diamants m'a dit qu'il avait 800 000 € en espèces dans son coffre. Les ravisseurs s'emparent également de centaines de diamants et des certificats d'authenticité qui les accompagnent. C'est la carte d'identité du diamant. Bizarrement, les voleurs ont laissé intact près d'une centaine de coffres. Nous supposons qu'ils n'ont pas ouvert d'autres coffres parce que leur sac était plein. Donc, ils ne pouvaient plus rien emporter. À 5h40, les cambrioleurs quittent la salle des coffres. Après un passage éclair au poste de sécurité à l'entrée, ils ressortent par le même chemin qu'ils ont pris plus tôt. En moins de 6 heures, ils ont dévalisé l'une des plus grandes et impénétrables chambres fortes de diamants du monde. Et cela sans tirer la moindre balle, ni déclencher une seule alarme. Nous sommes en 2003. C'est le week-end de la Saint-Valentin. Un groupe de voleurs s'est introduit dans le centre du diamant à Anvers
jusqu'alors réputé inviolable, et s'est enfui avec un butin composé d'argent et de diamants d'une valeur estimée à plus de 400 millions d'euros. C'est le plus gros casse de diamants de l'histoire. 48 heures se sont écoulées depuis le cambriolage et personne ne se doute des agissements qui ont eu lieu dans la salle des coffres. Vers 8 heures du matin, le personnel de sécurité entre dans la chambre forte pour un banal contrôle de routine. Mais ce qu'il va voir est tout sauf banal. Plus de la moitié des coffres ont été ouverts. C'était un chantier. Sur 190 coffres, 109 étaient ouverts. Il y avait même des diamants sur le sol, car ils avaient tout cassé et tout jeté par terre. C'était un désastre. Les experts dépêchés sur le lieu du crime estiment le butin à 100 millions d'euros, mais les initiés savent que son montant est bien plus élevé. Diamants, bijoux, montres, actions, etc. Leur valeur doit être estimée autour de 400 millions d'euros. Soit 4 fois le montant officiel. Les bijoux qui se transmettent de génération en génération ont une grande valeur sentimentale. Et qu'importe le montant remboursé par l'assurance, ils sont irremplaçables. Cet endroit était considéré comme une forteresse. Les gens n'arrivaient pas à croire qu'il avait été pénétré. C'était un vrai drame. Les enquêteurs sont notamment impressionnés par le fait que les voleurs n'ont pas eu recours à la violence. Ils n'ont rien fait exploser, ils n'ont pas utilisé la violence. Je suis assez impressionné par leur manière d'agir. Les hommes qui ont commis ces délits devaient être très expérimentés. Mais qu'en est-il des caméras de surveillance qui enregistrent les allées et venues à l'intérieur et autour du bâtiment 24 heures sur 24? Quand les autorités vont récupérer les cassettes, elles ont disparu. En quittant le bâtiment, ils sont allés au poste central de commande situé à l'entrée et ont emporté toutes les cassettes de surveillance. Pas uniquement les vidéos de la salle des coffres, mais aussi celles enregistrées par toutes les caméras à l'intérieur et autour du bâtiment, dans les rues, dans le quartier. En s'emparant des vidéos dans la salle de surveillance non gardée, les voleurs ont mis le doigt sur une faille du système de sécurité. L'équipe de surveillance située à Bruxelles ne regarde les images que lorsque l'alarme l'avertit d'un problème. Les alarmes ayant été désactivées, aucun indice visuel ou physique ne permet d'identifier les coupables. Le crime aurait pu aussi bien avoir été commis par des fantômes. Je fabrique des chambres fortes depuis 40 ans. C'était pas à moi de m'occuper du système d'alarme et de l'électronique. Les voleurs ont trouvé le point faible. Le problème ne venait pas des coffres, mais du système de surveillance. Tout le monde se dit, ça n'arrive que dans les films, mais en l'occurrence, c'est réellement arrivé. Le gang a réalisé un des crimes les plus parfaits de l'histoire. Tout de suite, les enquêteurs et les victimes milliardaires penchent pour le coup monté de l'intérieur. L'enquête s'est portée sur les employés de la sécurité. Une personne travaillant dans l'immeuble aurait pu révéler des informations confidentielles qui auraient permis le casse. Mais les employés ont tous des alibis en béton. Puis, les enquêteurs s'intéressent aux 81 personnes dont les coffres-forts n'ont pas été forcés. Eux aussi sont rapidement innocentés. Toutefois, un nom se détache au cours de l'enquête. Celui d'un diamantaire italien, Leonardo Notarbartolo. En fouillant dans son dossier, la police découvre qu'il n'a ni acheté ni vendu un seul diamant depuis son arrivée à Anvers 2 ans auparavant. Au début de l'année 2001, Leonardo Notarbartolo quitte Turin pour s'installer à Anvers sur la Charlotte Alley au numéro 33. Son appartement était situé tout près du quartier des Diamantaires. Le prétendu bijoutier, qui est beau parleur, se fait rapidement des amis parmi les négociants et finit par ouvrir un bureau dans le centre du diamant. C'était un homme très charmant.
avec une personnalité très agréable. Il connaissait probablement un peu les diamants, et certainement les bijoux. Mais pourquoi ouvrir un bureau au centre du diamant pour ne finalement pas faire d'affaires? Le mystérieux Turinois était-il vraiment un voleur professionnel? Jeudi 20 février, 4 jours après la découverte du casse. C'est l'après-midi. Gust van Kamp, un agriculteur de 60 ans, est en train d'arpenter son terrain dans la périphérie d'Anvers lorsqu'il fait une découverte bizarre qui se révélera être l'erreur fatale d'un crime jusque-là parfait. Je marchais par ici et j'ai vu des sacs poubelles. J'ai ouvert le sac et trouvé des diamants dans des petites boîtes. En continuant à fouiller, j'ai trouvé de l'argent, des actions, des titres. Il découvre également les certificats d'authenticité délivrés par le centre du diamant et les cassettes vidéo détruites. Il appelle la police qui se rend sur les lieux en moins d'1 heure. La poignée de diamants accompagnée de leurs certificats établit clairement le lien entre les sacs poubelles et le casse d'Anvers, mais ne constitue qu'une infime partie du butin. Les enquêteurs s'intéressent davantage aux autres objets trouvés dans les sacs poubelles, quelques restes de nourriture et une bouteille de vin vide. Cela sortait un peu du commun, car la plupart de la nourriture était italienne. C'était du fromage italien, du vin italien. La police trouve également un ticket de caisse indiquant que les produits ont été achetés non loin de chez Leonardo Notarbartolo. Le ticket mentionnait la date et l'heure de l'achat. Nous avons pu aller au magasin et voir les images des caméras de surveillance qui filmaient les entrées et les sorties des gens. Les enquêteurs sont quasi persuadés qu'ils verront Leonardo Notarbartolo sur les images. Mais ce sont 2 autres hommes qui font les achats à l'heure indiquée sur le ticket. L'un d'eux est un Italien du nom de Fernando Finotto. C'est lui qui a payé. Son visage apparaît sur la cassette de la vidéosurveillance. Il a été comparé à la base de données d'Interpol. L'autre homme qui apparaît sur la vidéo s'appelle Pietro Tavano, lui aussi italien. Mais lui et Fernando Finotto ne sont pas bijoutiers. Tous deux sont de célèbres voleurs qui seraient liés à une organisation criminelle mystérieuse, l'école de Turin. L'école de Turin, les rois des voleurs. Des gentlemen cambrioleurs rusés avec un code d'honneur. Très doués pour les effractions. Ils commettaient beaucoup de leurs crimes juste pour le plaisir. C'est un peu comme dans Ocean's 11. On se réunit, on s'amuse et on monte un gros casse spectaculaire. Le vendredi 21 février, les enquêteurs fouillent l'appartement de Leonardo Notarbartolo, situé au 33 Charlotte Alley. Dans son appartement, on a retrouvé sur un des tapis des diamants similaires à ceux trouvés dans les sacs poubelles jetés dans les bois. Ces diamants provenaient du casse sur lequel on enquêtait. En plus des diamants, les enquêteurs trouvent des restes de nourriture italienne similaires à celles retrouvées dans les sacs poubelles sur les terres de Gust van Kamp. Ils l'envoient à un laboratoire médico-légal pour des analyses d'ADN. Nous avons recueilli l'ADN sur les restes de nourriture et de boissons trouvés dans l'appartement et aussi sur l'équipement qu'ils ont utilisé dans la salle des coffres. Il y avait 7 ADN différents. Sur les 7 personnes, 4 ont été identifiés. Les 4 hommes identifiés sont Pietro Tavano, Fernando Finotto, Leonardo Notarbartolo et un pirate informatique et spécialiste des coffres-forts du nom d'Elio Donorio. La police est sûre d'avoir trouvé les coupables. Si je n'avais pas vu ce sac poubelle avec la bouteille de vin, le crime aurait été parfait. Vous vous rendez compte ? Elio Donorio, Pietro Tavano, Fernando Finotto et Leonardo Notarbartolo sont soupçonnés du cambriolage du centre du diamant.
Mais ils ont quitté la Belgique et personne ne sait où se trouve le butin de 400 millions d'euros. Tandis que les autorités se lancent à la recherche des suspects et des diamants volés, elles avancent une hypothèse pour expliquer comment l'école de Turin a réussi à réaliser l'un des casses les plus compliqués de l'histoire. Selon la police, le plan a été mis en marche en février 2001, le jour où Leonardo Notarbartolo vient louer un bureau dans l'immeuble du centre du Diamant. C'est à ce moment qu'ils ont commencé à préparer leur cambriolage. Il avait un caméscope dans son sac pour pouvoir filmer la salle des coffres et planifier parfaitement leur opération. Ils filment tout, les grilles, les serrures, les caméras de surveillance, le parking, la salle des coffres. La police croit qu'il a même réussi à filmer un employé du centre, faire la combinaison et entrer le code d'accès à la chambre forte. Il réussit même à obtenir une copie des plans de l'immeuble en amadouant la direction. Le charme faisait partie de ses atouts. D'une certaine manière, il peut susciter notre admiration. Mais nous ne devons jamais oublier que sous des apparences charmantes et douces se cachent des criminels. Les plans permettent aux gangs de déterminer l'emplacement précis des détecteurs de mouvement, de lumière, de son et de chaleur. Ils leur indiquent également comment accéder à la salle de surveillance, l'étape finale de leur opération. Les autorités savent comment les membres de l'école de Turin ont procédé pour exécuter le plus grand casse de diamants de l'histoire, mais cela ne facilite pas pour autant leur arrestation. La plupart des membres du gang impliqués dans le vol ont fui dans le nord de l'Italie. Ils perdent la trace des diamants et du gang, à l'exception de Leonardo Notarbartolo. S'efforçant de maintenir les apparences de l'innocence, il retourne à Anvers 4 jours plus tard pour rendre la voiture avec laquelle ils se sont enfuis. Le Turinois commet là sa plus grande erreur. Il devait rendre une voiture de location. C'est comme ça qu'il a été appréhendé. Le 22 février, Leonardo Notarbartolo est mis en examen pour le vol du centre du Diamant et placé en détention. À son procès, l'accusation essaie de lui faire avouer sa culpabilité et celle de ses complices présumés. Mais le gentleman bijoutier nie tout. Il disait « Je refuse de dire quoi que ce soit, je n'ai rien à voir avec ça ». Il n'a voulu faire aucune déclaration. Leonardo Notarbartolo a écopé de 10 ans de prison, dont 5 pour être le cerveau présumé du crime. Mais était-il réellement le cerveau de l'école de Turin? Ou était-il juste un pion qui, grâce à son style enjôleur, a permis aux vrais auteurs du crime d'orchestrer ce braquage délicat? Il est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Ce n'est pas exclu qu'il ait payé pour les autres, qu'il soit simplement un gars obéissant aux ordres. Mais la question qui taraude tous les négociants en diamants est: où se trouve le butin? Nous ne savons pas où les diamants se trouvent. Bien sûr, c'est très gênant pour certaines personnes. Décembre 1971. Le président Richard Nixon lance sa campagne électorale en collectant un fonds d'un montant sans précédent. We're going to run all out because we have to win and we're going to stock it to them from now throughout the campaign. Le QG de cette collecte de fonds frénétique se trouve dans la Maison-Blanche de l'Ouest, le domaine privé du président situé à Laguna Niguel, en Californie. Laguna Niguel était une ville balnéaire, avec des résidences haut de gamme. La demeure présidentielle était en quelque sorte le Taj Mahal de la ville. Selon les rumeurs, le fonds de campagne de Richard Nixon s'élèverait en mars 1972 à déjà plus de 30 millions de dollars
dont une grande partie aurait été obtenue par des manœuvres politiques douteuses. Réparties dans plusieurs banques du comté d'Orange, le plus gros de l'argent présidentiel reposerait dans la chambre forte de la United California Bank, située il y a 35 ans à l'emplacement actuel du centre commercial de Monarch Bay Plaza. Une telle somme finit par attirer l'attention d'un légendaire braqueur de banque, Amil Dinzio. Amil Dinzio a grandi dans les rues malfamées de Youngstown, dans l'Ohio. Il est à la tête d'un réseau de truands appelé Boardmen of Erie. Ce n'étaient pas des voleurs de base, mais de vrais génies. Des banques, de Cleveland jusqu'aux Keys de Floride, ont déjà fait les frais de leur cambriolage spectaculaire. Ils avaient amassé environ 30 millions de dollars en une vingtaine de braquages. Pour le FBI, cela fait d'eux les voleurs de banque les plus actifs du monde. Ils pouvaient s'attaquer à n'importe quelle banque. Aucune ne pouvait leur résister. Le bras droit d'Amil Dinzio est son neveu, Harry Barber, à qui il a tout appris sur le cambriolage de banque. C'est probablement l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées dans ma vie. Ça fonctionnait comme une entreprise. Nous avions un programme pour tel ou tel jour. Personne ne posait jamais de questions. C'est Amil qui dirigeait. Mais Amil Dinzio n'est pas juste un génie du crime. C'était un agitateur politique radical opposé au gouvernement. Et notamment à la guerre du Vietnam. L'autre neveu d'Amil Dinzio, Ronnie, le frère d'Harry, est rentré du Vietnam, victime de l'agent orange. Ces hommes étaient des voleurs, mais ils étaient avant tout américains. Et ils étaient affectés par ce qui se passait en 1972. Et pour Amil Dinzio, Richard Nixon est largement responsable du traumatisme post-guerre de Ronnie. Alors le fonds de campagne gardé dans la chambre forte de la United California Bank attire tout naturellement sa convoitise. En plus de l'argent, il y avait probablement des documents tout aussi importants. Des lettres, des informations confidentielles. Et ils se sont dit que tout ce que contenait le coffre de Nixon serait d'une grande valeur. C'était à l'époque le meilleur gang des États-Unis. 7 types de l'Ohio qui décident de voler le président des États-Unis, il en faut du cran. Qui oserait? L'équipe de choc d'Amil Dinzio est constituée de Charlie Breckle, spécialiste des alarmes, de Phil Christopher, l'homme fort. Charlie Mulligan est chargé de se procurer le matériel comme les armes, les voitures. Le frère d'Amil Dinzio, James, est un expert en explosifs. Son neveu, Ronnie Barber, fait le guet. Et Harry Barber est le touche-à-tout de la bande. La crème de la crème. Pour des opérations aussi délicates, il fallait des pros, pas des voleurs du dimanche. Amil Dinzio est tellement sûr de la réussite de leur coup qu'il achète les billets d'avion pour Los Angeles en utilisant leur vrai nom. Ils voyagent à la vue de tous et atterrissent à l'aéroport de Los Angeles le 15 mars 1972. Ils ont pris un taxi jusqu'à Southgate et ont versé un pourboire de 100 $ au chauffeur. Le taxi les conduit chez la mère de Ronnie et Harry. Ils sont restés 2 ou 3 jours. Après un peu de repos, le clan des 7 établit le centre des opérations dans un appartement loué dans la résidence West 9. Leur appartement était situé à 1,5 km de la banque. Ils pouvaient y aller à pied en traversant ce parcours de golf. On faisait le chemin tous les jours. Tout le monde nous prenait pour de simples promeneurs. Les repérages révèlent que l'extérieur de la banque est protégé par une alarme Diebold. Celle-ci sonne à la moindre vibration sur la structure de l'immeuble. Amil Dinzio et ses complices l'appellent le gueulard. Vous devez trouver ce qui marche, ce qui ne marche pas. Comment contourner l'alarme? Les gens croient qu'il est devenu cambrioleur en claquant des doigts. Non, il a d'abord passé beaucoup de temps à apprendre. Amil Dinzio conclut qu'il n'y a qu'un seul moyen de désactiver le gueulard. Le polystyrène liquide, un produit qui va durcir sur l'alarme. Ils avaient prévu d'injecter du polystyrène liquide à prise rapide sur l'alarme pour que quand elle se déclenche, le gong n'ait le temps de retentir qu'une seule fois avant d'être gelé et bloqué par la mousse. Mais une fois le gueulard passé,
il faut encore accéder au coffre reposant dans une chambre forte en acier, protégée par des murs renforcés et un toit en béton épais. En matière de renforcement de la porte et des murs de la chambre forte, c'était ce qui se faisait de mieux pour empêcher les effractions. Mais Amil Dinzio n'est pas un voleur comme les autres. Le 16 mars, il remet à son équipe des outils dont ils auront besoin pour le braquage. Armes, matériel électronique, talkie-walkie, polystyrène liquide, des outils. Masques, bombes lacrymo, perforateurs. Ainsi que des bouteilles d'acétylène, des chalumeaux, un scanner radio pour capter la police, une vingtaine de sacs de sable et 16 bâtons de dynamite. Pour transporter leur matériel jusqu'à la banque et repartir avec le butin, le gang fait l'acquisition d'une berline d'un modèle courant. Sur la côte Est, ils ont acheté une voiture qu'ils appelaient leur véhicule de travail et qui ne permettait pas de remonter jusqu'à eux. Ils ont approfondi le coffre, enlevé sa partie supérieure. Nous avons mis toutes nos affaires dans le coffre, puis nous avons fabriqué une tablette pour le recouvrir, pour qu'il ressemble à un coffre normal. Ils cachent leur matériel dans le coffre et planquent la voiture de travail chez Earl Dawson, un vétéran du Vietnam et ami de Charlie Mulligan. 17 mars, c'est le jour de la Saint-Patrick. C'est le grand jour. À 17 h, la United California Bank ferme ses portes pour le week-end. Peu après le coucher du soleil, Charlie Mulligan se rend à la banque avec la voiture de travail et cache les outils électriques et les masses dans des buissons derrière le bâtiment. Peu avant minuit, le gang traverse le terrain de golf en direction de la banque. C'est difficile à décrire. Les gens s'extasient pour plein de trucs différents. C'était vraiment l'euphorie. Mais son euphorie est de courte durée. Il y a déjà un problème. On avait mis des affaires dans les buissons et quand on est revenu, elles avaient disparu. 2 adolescents qui se promenaient ont trouvé les outils et ont appelé le shérif. Il leur a confisqué les outils pour les mettre dans un coffre de pièces à conviction. Heureusement pour les cambrioleurs, la police ne cherche pas plus loin. Vendredi 24 mars, Cass Nixon, deuxième prise. Le soleil se couche. La bande traverse une nouvelle fois le parcours de golf pour aller à la banque. Cette fois, l'attirail reconstitué est en place et la voie est libre. À l'aide d'une échelle volée dans une église voisine, Amil Dinzio et son frère désactivent le gueulard. Après plusieurs heures de tranquillité, les voleurs ont percé un énorme trou dans le toit de la banque. Ils doivent maintenant pénétrer dans la chambre forte en béton et en acier renforcé. Ils entrent par le toit de la banque et atterrissent sur le toit de la chambre forte. Armés d'énormes perforateurs, ils percent 16 trous dans le toit en béton de la chambre forte. James Dinzio insère un bâton de dynamite dans chacun des 16 trous avant de s'abriter derrière une vingtaine de sacs de sable. Les autres attendent dehors qu'il déclenche le détonateur. L'explosion libère une énergie de 33 millions de joules. La détonation résonne dans toute la ville. Vous avez l'autoroute ici, un bar juste à côté, un parking avec du passage. Il crée cette énorme explosion. Et personne ne l'a remarqué. Amil Dinzio n'est plus séparé de 500 coffres que par des barres d'armature en acier. Le découpage au chalumeau commence. Puis, ils ont pu glisser une échelle et descendre dans la chambre forte. À l'aide d'un outil fait maison, ils ouvrent les coffres. Ignorant lesquels appartiennent à Nixon, ils n'ont pas d'autre choix que de les ouvrir tous. Si vous aviez en face de vous 500 coffres, par lequel commenceriez-vous? Ils ne savaient pas lequel appartenait à Richard Nixon. Donc ils les ont ouverts l'un après l'autre. Au matin, ils ont ouvert environ 200 coffres sans toutefois mettre la main sur les 30 millions de Richard Nixon. Mais ils n'abandonnent pas la partie.
À la fin de la première nuit de travail, ils sont ressortis de la banque. Ils ont regoudronné la partie du toit qu'ils avaient percée pour la remettre en place. Leur idée la plus brillante a été d'insérer un miroir au bord du trou et de le diriger vers leur résidence. Si le miroir bougeait, Amil Dinzio saurait que le trou avait été découvert et qu'il ne devrait pas y retourner. Samedi soir, Amil Dinzio et ses complices retournent dans la chambre forte et ouvrent 150 autres coffres. Ils remplissent plusieurs sacs marins d'objets de valeur. Ils n'ont toujours pas trouvé les 30 millions. Lundi, 6 heures du matin. Ils ont forcé 458 des coffres et rempli plus d'une douzaine de sacs avec de l'argent, des bijoux et des titres. Mais rien de tout cela n'appartient au président Nixon. On espérait à chaque fois, le prochain coffre est le bon. Le prochain coffre est le bon. Enfin bref, on n'a jamais trouvé le bon coffre. Avant de s'éclipser pour la dernière fois par le toit, ils trafiquent la porte de la chambre forte pour avoir ainsi plus de temps pour s'enfuir. Ils voulaient leur compliquer le travail. Ils ont percé un trou dans la serrure pour que ce soit impossible d'ouvrir la porte normalement. Lorsque la directrice de la banque, Julia Hildreth, arrive au travail lundi matin, elle n'arrive pas à ouvrir la chambre forte. Elle appelle le service de sécurité. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte de la chambre forte. Et quand ils ont enfin réussi, ils étaient sous le choc devant le tas de coffres. La perte est estimée à plus de 8 millions de dollars en espèces et à plus de 17 millions en actions, bijoux et autres objets de valeur, soit un total de près de 25 millions. Même sans l'argent de Richard Nixon, c'est à l'époque le plus gros casse jamais réussi de l'histoire des États-Unis. Les agents du FBI, Paul Chamberlain et Frank Cali, sont chargés de l'enquête. On était dépassés. C'était une affaire hors du commun. Des actions, des obligations, tous les objets de valeur avaient disparu. Ils n'ont laissé aucune empreinte digitale. Pendant ce temps, le clan des 7 planque la voiture chez Earl Dawson et file à Las Vegas le coffre, ou plutôt le bateau, plein d'argent. J'ai demandé à Harry comment il avait fait pour transporter tout le butin. Il m'a dit, on l'a mis dans un bateau. On a fait comme si on était des touristes qui partaient à Vegas. À Las Vegas, ils font blanchir l'argent par l'intermédiaire d'un vieux contact dans le milieu. Mais Harry Barber ne fait pas partie du voyage. Il doit s'assurer que leur appartement à West Nine est impeccable. Ils ont nettoyé les murs, les meubles, effacé toutes les empreintes digitales possibles. Ils ont brûlé ce qui pouvait constituer des preuves et tout jeté dans les égouts avant de quitter la ville. Même sans les 30 millions de Nixon, le crime semble parfait. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Le FBI n'avait jamais vu un vol aussi bien orchestré. Ils n'avaient aucune piste. Mais quelqu'un va leur en donner une. Ce quelqu'un n'est nul autre que le chef de la bande, Amil Dinzio. Le 4 mai 1972, la chambre forte d'une banque située près de Lordstown, dans l'Ohio, est dévalisée. Le même mode opératoire. Trou dans le toit. Trou dans la chambre forte. Dynamite. Contrairement aux agents fédéraux du comté d'Orange, ceux de l'Ohio connaissent bien Amil Dinzio. Ils rentrent ces données qu'ils envoient en masse aux autres agences du FBI du pays. Et quelques semaines plus tard, l'une d'entre elles remarque qu'ils ont eu un cambriolage similaire. Mais les Boardmen of Erie comptent plus de 125 membres connus. Et des modes opératoires identiques ne prouvent pas qu'un des Boardmen est allé jusqu'en Californie pour faire sauter la United California Bank. Pour les agents fédéraux, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est ainsi qu'ils vont découvrir l'erreur fatale
commises par le gang au cours de cette opération autrement parfaite. Nous avons demandé aux principales compagnies aériennes de vérifier sur les 2 semaines précédant le casse de la banque si un des 125 membres du gang avait voyagé. Bingo! Le manifeste des passagers apprend aux agents fédéraux que 5 membres des Boardmen of Erie, dont Amil Dinzio, ont pris l'avion pour Los Angeles 2 semaines avant le braquage. Maintenant, ils doivent découvrir ce que lui et ses complices ont fait une fois qu'ils ont posé le pied à Los Angeles. On a interrogé tous les chauffeurs de taxi de l'aéroport qui étaient en service à cette période. Même à l'aéroport le plus fréquenté de la côte ouest, les chauffeurs de taxi se souviennent des hommes comme Amil Dinzio qui laissent des pourboires de $100. Un des chauffeurs de taxi a dit que 5 gros durs sont montés dans sa voiture et lui ont versé un pourboire de $100 en plus de la course. Il n'aurait pas pu les oublier. Le chauffeur de taxi conduit les agents à la maison de Southgate où il a déposé les membres du gang. Pour moi, c'était un des moments clés de l'enquête. Et il nous conduisait directement à Southgate, chez la famille Barber. On savait qu'elle était liée à Amil Dinzio. Les factures téléphoniques révèlent aux enquêteurs que le gérant de la copropriété West 9 et Earl Dawson ont été appelés depuis la maison. L'agent Frank Cali suit ce dernier jusque dans un bar. Il me regarde, je le regarde. Il vient me voir et il me dit « Vous m'observez ?» Je lui ai répondu « Frank Cali, FBI. Earl, faut qu'on se parle. » Earl Dawson conduit l'agent Cali à son garage et à la Oldsmobile 1962 au coffre trafiqué. Dans la voiture, nous avons trouvé toutes sortes d'outils d'effraction, des armes, des fusils. En réalité, nous avions des preuves du cambriolage. Pendant que l'agent Cali réunit les pièces à conviction de la voiture, le gérant de la copropriété montre à l'agent Chamberlain un appartement qui a été quitté soudainement 2 mois plus tôt. Quelqu'un a tout fait cafouiller. Ils ont oublié de mettre en marche le lave-vaisselle. Tous les voleurs ont été identifiés grâce aux empreintes digitales recueillies sur les assiettes qui n'ont jamais été lavées. En moins de 3 semaines, 6 membres de la bande sont arrêtés, Amil Dinzio y compris. Le seul à être toujours en cavale est Harry Barber, le touche-à-tout. Tandis que les autres sont jugés et condamnés à une peine de prison, il disparaît pendant presque une décennie. J'ai été en cavale pendant 8 ans. C'était génial. La meilleure période de ma vie. J'ai rencontré des gens merveilleux. Mais c'est l'une de ses connaissances qui va le mener à sa perte. La sœur d'une fille que je fréquentais a commencé à faire le lien. D'une certaine façon, c'était un soulagement. Pour sa participation au délit, Harry Barber est condamné à 20 ans de prison. Aujourd'hui, c'est un homme libre. Mais cela ne l'empêche pas de se rappeler que lui et son oncle étaient à 2 doigts de dépouiller le président des États-Unis. C'était les jours de gloire. J'avais 26 ans. À cette époque, je pensais pouvoir en faire mon métier. J'ai travaillé dans le secteur bancaire, mais j'ai jamais rien déposé dans une banque. Et qu'en est-il de l'argent de la campagne de Nixon convoité par le clan des 7? Il était en fait détenu dans une banque du comté d'Orange, mais pas dans la United California Bank de Laguna Niguel. L'argent de Richard Nixon n'était pas dans notre banque. Non, il devait être à San Clemente, à une douzaine de kilomètres plus loin.